Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être au rendez-vous pour ce 22h. Voici les titres. Un message de compassion et de solidarité a été adressé aujourd'hui par Ismaël Omar Guelleh à son homologue américain suite au décès survenu hier de l'ancien président George Bush. Et en France, des accrochages à Paris s'agissant donc des gilets jaunes de l'Arc de Triomphe à Paris sous les gaz de lacrymogène. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Nous sommes le 1er décembre 2018. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a adressé aujourd'hui un message de condoléances à son homologue américain, Donald Trump, suite au décès survenu hier de l'ancien président des États-Unis d'Amérique, George Bush. Dans son message, le chef de l'État a fait part de sa compassion et solidarité et souhaité que ces condoléances attristées soient étendues à la famille, aux proches et amis du défunt, ancien chef d'État, ainsi qu'à l'ensemble du peuple ami des États-Unis d'Amérique. Le peuple de Djibouti se joint également à moi pour exprimer sa sympathie et amitié à la nation amie américaine dans l'épreuve difficile du décès de l'ancien président George Bush. Homme d'État à la carrière professionnelle très remplie, George Bush restera longtemps gravé dans les mémoires comme dirigeant engagé en faveur de la paix et de la liberté, a écrit en substance le président Guelleh. Décédé hier à l'âge de 94 ans, l'ancien président américain George Bush avait entamé sa riche carrière politique à l'issue d'un brillant parcours dans l'armée américaine au sein de laquelle il fut un illustre aviateur. Il était un patriarche à la tête d'une importante famille, comprenant d'ailleurs un ancien autre président des États-Unis, George Walker Bush. En bref et en image, à l'Assemblée nationale, la Commission des finances a tenu une séance de travail. Les débats ont porté sur l'étude des règlements du budget des institutions publiques. La séance a été présidée par le président de la Commission, Cheikh Moussa Harel. Le gouvernement était représenté par les ministres du budget et de l'agriculture, en l'occurrence Bodé Ahmed et Mohamed Awale. Les membres de la Commission des finances ainsi que d'autres représentants du peuple ont assisté à cette réunion. Une foule d'élèves, d'enseignants et de parents d'élèves, mais aussi l'ensemble de la communauté nationale était au rendez-vous ce matin pour répondre à l'appel du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, qui lançait la journée « Mon école à moi ». Cette journée a vu des opérations communautaires éco-citoyennes de nettoyage et de préservation de l'environnement menées autour des établissements et dans les établissements scolaires. Ce projet Mon école à moi, qui a démarré aujourd'hui, sera reconduit le samedi de chaque mois. Eh bien, à travers cette journée, le ministère de l'Éducation nationale vise à éveiller l'intérêt des élèves, à participer activement à la propriété de l'école et de son environnement immédiat. C'est aussi l'occasion d'impliquer la communauté nationale, dont les parents d'élèves, en premier lieu, à s'engager pleinement dans la préservation d'un cadre de vie et de travail agréable autour de l'école. Cette action est aussi l'occasion de renforcer la gestion participative et locale des établissements scolaires que le ministère de l'Éducation nationale promeut en impliquant les parents, la famille éducative, les responsables locaux et l'ensemble de la communauté nationale pour une plus grande performance de nos écoles. Par sa mission éducative et citoyenne, la journée Mon école à moi s'inscrit parfaitement dans le cadre du parcours citoyen de nos élèves en favorisant leur intérêt à l'amélioration et à la préservation d'un cadre sain et agréable au lieu d'un simple apprentissage. À l'issue de cette tournée, le ministre a rendu hommage et remercié l'ensemble de la communauté nationale pour sa forte mobilisation dans le cadre de cette journée d'action éco-citoyenne. En prenant la parole, Madame la maire de la capitale, Fatouma Awale Ousmane, a félicité le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour cette action et a réitéré le soutien et la participation des services municipaux. Et pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, il a indiqué qu'il attache une importance capitale à ce que l'école ne se contente pas de transmettre des savoirs, mais qu'elle s'acquitte aussi pleinement de sa mission de préparer l'adulte de demain à vivre en société et à vivre dans sa société en lui transmettant des valeurs et des normes comportementales qui feront de lui un citoyen acteur et responsable de sa communauté. Tout à fait autre chose, l'Académie de police Idriss Farah Abani a clôturé une formation régionale destinée à une trentaine de policiers issus de plusieurs pays de la région. Fort de Hussein nous en dit plus.
L'académie de police Idriss Farah Habbani a clôturé hier une formation régionale destinée à une trentaine de policiers issus de plusieurs pays de la région. Eh bien, cette formation répond au souci commun de l'ISF et de l'APIFA de dispenser de modules bien ciblés et consacrés au maintien de la paix. Il s'agit pour les deux institutions de permettre aux apprenants issus des rangs respectifs des différentes unités de sécurité intérieure d'approfondir leurs connaissances et de renforcer leurs capacités tactiques. Dans son discours de clôture de cette session de formation, le commandant de la composante de police de l'ISF a d'abord présenté le rôle de cette institution dont le siège se trouve à Nairobi au Kenya. Cette formation était destinée à renforcer les connaissances des officiers présents à cette formation. J'ai l'immense plaisir et l'honneur de me retrouver aujourd'hui parmi vous ici à l'Académie de police Idriss Farah Habbani pour cette cérémonie de clôture de cette formation des officiers de maintien de l'ordre de police des pays membres de l'ISF, Eastern Africa Standby Force, que j'ai la lourde responsabilité de diriger. J'ai le plaisir de vous dire bon voyage pour tout le monde, le formateur ainsi que les stagiaires. Et je dis bon voyage pour tout le monde. Et quant au directeur général de la police nationale, le colonel Abdellah Abdi Farah, il a mis en exergue l'importance de cette formation qui s'inscrit dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Cette formation regroupe une trentaine d'officiers supérieurs à Tidji. Nous l'écoutons. Oui, c'est la première fois que une telle formation se produit à l'Académie de police Idriss Farah Habbani. Mais nous estimions déjà depuis longtemps que nous étions prêts. Mais malheureusement, je trouve qu'un peu tardivement, que l'occasion s'est présentée. Et nous n'avons pas hésité une seconde pour accepter d'accueillir et les formateurs et les officiers à former. C'était une formation qui avait pour thème comment conduire une formation de police constituée dans le cadre du système des Nations Unies à mener ces opérations de maintien de paix dans un pays en conflit. Nous savons que quand il y a un conflit dans un pays, dans un premier temps, il faut une force militaire pour arrêter, faire cesser les hostilités. C'est une thématique généralement que les gens ont du mal à saisir, mais gérer une foule hostile, ça demande une certaine technicité et ça demande du savoir-faire. Nous prenons la direction de la ville blanche, cette fois où s'est tenue une réunion de sensibilisation entre le président du conseil régional de Tadjoura avec les femmes et la jeunesse de cette ville. L'objectif étant de les impliquer davantage au processus de développement local. La réunion a vu là aussi la participation des élus locaux et les représentants des associations des femmes et les jeunes de la ville de Tadjoura. Des différentes questions ont été abordées lors de cette réunion, s'agissant notamment de l'emploi, de la formation, la violence faite aux femmes et surtout de relancer des activités des micro-jardins ou jardins urbains dans la ville de Tadjoura avec l'appui du conseil régional et ce afin d'encourager la participation des femmes dans le processus de développement local. Nous restons toujours à Tadjoura, page santé cette fois. Une équipe du département de la santé effectue des sorties en équipe mobile pour prodiguer des soins de qualité à la population vivant dans les zones reculées sur tout le territoire national. La suite dans cette séquence. L'équipe du CMH de Tadjoura, conduite par le médecin-chef de la région, Dr Hassan Mohamed Hassan, a effectué une sortie dans la localité de Hangadé. Quelques 360 personnes ont pu ainsi bénéficier des soins divers. En effet, l'équipe mobile est une unité de soins à part entière, constituée d'un médecin, d'une sage-femme, d'un infirmier, d'un nutritionniste et d'un agent de vaccination. On a le matériel et les équipements nécessaires en équipe mobile pour pouvoir prendre en charge le patient, à veiller au bien-être de la population, où qu'il soit, à n'importe quel moment. Donc c'est notre métier, on en est fiers, on est content de rendre service, que ce soit la nuit ou de la journée. Toujours au chevet de nos patients et à toujours chercher, soulager les maux et les maladies dont souffre la population.
Sport, cette fois, la Ligue régionale de la Fédération djiboutienne de natation a inauguré hier l'école de natation à Tadjoura. Prenant la parole, le président de la Ligue, Maki Ahmed Maki, a précisé que quelques 40 enfants sont inscrits en première année. Il a également mis en exergue que cette école de natation a beaucoup contribué à la promotion et au développement de notre discipline. Elle permettra, a-t-il dit, non seulement aux enfants à apprendre à nager, mais aussi servira une véritable pépinière pour la détection en formation des futurs champions capables de remporter des titres sur des compétitions internationales. Il a par la suite remercié le préfet de la région, le colonel de l'armée Ali Cheikh Daoud, le vice-président de la Chambre du commerce, Boulan Gadili, le vice-président du conseil régional, le gérant de l'hôtel Corto Maltese, Moussa Aouli, Ibrahim Aboubakar, représentant de la Chambre du commerce de Tadjoura, et le champion Hussein Djabir. Ces derniers ont bien sûr également préparé l'inauguration hier de l'école de dispose que la fédération de natation va Inch'Allah améliorer et le gouvernement est prêt à les accompagner dans ce qu'ils entreprennent. Sport toujours à Ali Sabié, cette fois où la Fédération djiboutienne d'athlétisme a organisé hier matin le cross continu, le cross donc country, où cross est une des épreuves d'athlétisme qui consiste en une course nature. Il s'agit d'une épreuve hivernale dont les distances sont plus ou moins longues, de 4 à 12 km selon les catégories d'âge et le niveau de la compétition. Toutefois, comme pour les épreuves sur piste, les distances sont plutôt exprimées en mètres. Le président de la fédération ainsi que les autorités de la région préparent la cérémonie de lancement. Ces épreuves ont opposé à des coureurs de la garde républicaine, de la police nationale. La cérémonie s'est clôturée par des remises de trophées ainsi que des médailles. On vient d'organiser ici à Ali Sabié vraiment la ville de l'athlétisme. Pour la première fois, un cross-country, à peu près 8 km, pour les seniors. Surtout, comme partout dans le monde, on organise en cette période de novembre, octobre, des cross-country partout. Donc nous, on veut également, on s'est dit, cette année, au lieu d'organiser les 10 km à Sedjouk, on l'a remplacé par un cross-country où l'engouement était encore plus fort. Dans l'actualité à l'étranger, cette fois, le Niger a décrété l'état d'urgence dans 3 départements du sud-ouest voisins du Burkina et est souvent victime d'attaques meurtrières de groupes terroristes, selon un communiqué du gouvernement. Cette région du sud-ouest nigérien est toute proche de l'est du Burkina Faso, théâtre d'attaques djihadistes depuis plusieurs mois. Mi-novembre, 2 gendarmes ont été tués et un autre blessé lors de l'attaque par des djihadistes présumés d'un poste de gendarmerie à Makalandi, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Niamey. Fin octobre, l'armée a été massivement déployée dans cette zone pour chasser des djihadistes qui tentaient de s'y implanter. Les 3 départements nigériens où l'état d'urgence a été décrété font l'objet d'attaques organisées perpétrées par des groupes terroristes mettant en péril l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens, a justifié le gouvernement. Il est nécessaire et urgent de prendre cette mesure pour faire face à la situation, assure le communiqué. L'état d'urgence accordera notamment des pouvoirs supplémentaires aux forces de sécurité sur les théâtres des opérations, dont celui d'ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit. À Gaza, 28 Palestiniens ont été blessés lors des manifestations de la 36e marche du Grand Retour dans la bande de Gaza. Pour la 36e fois consécutive, des milliers d'habitants de la bande de Gaza sont descendus hier dans la rue pour prendre part aux manifestations. Les agressions des militaires israéliens ont jusqu'à présent fait 28 blessés, baptisés Solidarité internationale avec le peuple palestinien. Cette 36e mouture des manifestations de la marche du Grand Retour s'est déroulée dans la bande de Gaza. Le comité d'organisation de la marche a appelé tous les pays musulmans à poursuivre les efforts visant à briser le siège de Gaza, mais aussi à restaurer la stabilité dans la ville de Quds et en Cisjordanie. Un millier de Palestiniens blessés ces derniers mois à Gaza par des tirs des forces israéliennes souffrent d'infections qui menacent de les laisser handicapés à vie. C'est ce qui est alarmé, donc, Médecins sans frontières jeudi.
En France, concernant les Gilets jaunes, l'Arc de Triomphe à Paris sous les gaz lacrymogènes, des incidents ont éclaté ce matin sur les Champs-Élysées en marge de cette troisième mobilisation nationale des Gilets jaunes qui dénoncent l'érosion de leur pouvoir d'achat. En station de métro semble fermée à l'instant, même aux abords des champs. À l'instant même, donc aux abords des Champs-Élysées, des manifestants ont tenté de forcer un point de contrôle avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. Le ministère français de l'Intérieur parle de 194 personnes qui ont été interpellées. L'avenue est fermée à la circulation. L'accès des piétons réglementé pour éviter la répétition des violences qui ont émaillé la manifestation de samedi dernier. Mais des barricades commencent à être installées. Les autorités françaises guettent avec attention l'ampleur de cette mobilisation. Les mesures annoncées par le chef de l'État et les rencontres avec des représentants des Gilets jaunes n'ont pas été concluantes. Le Premier ministre français qui était attendu ce matin pour l'élection du nouveau patron du parti présidentiel, en fin de matinée, alors que des débordements éclataient sur les Champs-Élysées, il a finalement décidé de ne pas venir. Également dans l'actualité internationale, un séisme de magnitude 7.0 a secoué le sud de l'Alaska, c'est ce qu'a annoncé l'Institut américain de veille géophysique, tandis que les autorités indiquaient qu'aucune victime n'était à déplorer. L'épicentre de la secousse est situé à 13 km nord d'Anchorage, la plus grande ville de l'État américain, à une profondeur de 43 km. De nombreuses habitations et des bâtiments sont endommagés. Des tronçons de route se sont effondrés. Ce puissant séisme a été suivi de dizaines de répliques tout au long de la journée. Le président américain a approuvé l'état d'urgence pour l'Alaska et ordonné une assistance de l'État fédéral. Et un mot en sport pour refermer cette édition. Et s'agissant de la commission d'organisation de la CAN 2019 qui a décidé hier de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, pénalisée par des retards dans l'avancée des travaux de préparation. C'est ce qu'a annoncé son président à Accra, au Ghana. Les conclusions ne sont pas bonnes pour le Cameroun qui a pourtant mis les bouchées doubles ces derniers mois, dépensant des milliards de francs CFA pour être prêt dans les temps. Le comité exécutif a demandé aux pays intéressés par la CAN 2019 de se signaler rapidement. La CAN 2019 est la 4e phase finale. De suite à changer le pays hôte. La CAN 2013 devait avoir lieu en Libye, mais avait été confiée à une Afrique du Sud censée abriter l'édition 2017. Le président de la Confédération africaine de football a indiqué lors d'une conférence de presse, je cite, « Aujourd'hui, nous avons pris la décision de retirer la CAN 2019 au Cameroun. Un cabinet allait être mis en place pour lancer un appel d'offres et déterminer un nouveau pays organisateur d'ici la fin de l'année. » Fin de citation. Et c'est sur ce point que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à la régie. J'aurai le plaisir de vous informer demain pour le Flash Info de 11h. Votre journal de 15h, celui de 22h. Excellente suite de programme sur la chaîne.